Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission des Murmures du Lac, Immobilier Histoire, toujours en direct sur les ondes de Radio Grand Lac 92.FM. Aujourd'hui, nous avons la chance à nouveau de recevoir Fabien Giroux, que je vais présenter dans un instant, pour un sujet brûlant qui va mêler un petit peu l'actualité de la fin d'année et ce début d'année. On a souhaité faire une émission qui traitait un petit peu des marchés financiers à l'heure actuelle, avec comme idée principale, épargnant, reprenez le contrôle de votre patrimoine financier en 2023. Donc Fabien, bonjour, banquier conseil toujours chez De Groove Petercam. J'imagine que tu n'as pas encore changé de crèmerie, tu avais l'air plutôt heureux chez eux et en plein épanouissement. Bonjour Fabien. Bonjour Romain, bonjour Jean-Pierre, bonjour Sandra et bonjour à tous les auditeurs. Meilleurs vœux pour cette année 2023. Tout à fait, meilleurs vœux avec, on l'espère, une année qui sera peut-être moins hard de ce qu'on nous annonçait un petit peu en cette fin d'année. En tout cas, ça a l'air moins pire que ce qu'on avait tendance un petit peu à annoncer. Je te laisserai bien sûr, on avait envie d'avoir justement ton ressenti un petit peu sur les marchés financiers, qui est voilà, je pense un incontournable de la société actuelle, de savoir un petit peu comment ça se passe sur les marchés. Alors première question un petit peu, c'est un bilan de ta part sur l'année 2022. Est-ce que c'était une année foncièrement différente des années précédentes? Est-ce que les tensions, tu les as peut-être senties? Est-ce que les clients t'appellent en disant attendez, qu'est-ce qui se passe? On flippe, qu'est-ce qu'on fait pour l'année prochaine? Voilà, d'avoir un petit peu ton ressenti déjà sur ces quelques mois écoulés dernièrement. Pour répondre à ta question sur le feeling des clients, le fait qu'on soit obligé de faire cette émission de Buenos Aires aujourd'hui en Argentine, je pense que ça révèle pas mal de choses. Non, plus sérieusement, écoute, je pense que c'est une année charnière pour l'épargne des Français. Je pense que il y a 3 grands points à retenir. Le premier, c'est qu'on accroît encore le déficit de l'État français. On le passe aujourd'hui à plus de 3 000 milliards, comme d'une manière générale pour les autres pays de l'Union européenne. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que l'inflation, la vraie, celle qu'on a aujourd'hui dans notre panier, elle est plutôt de l'ordre de 10 à 15%. Et on est dans un schéma aujourd'hui où globalement aller chercher de la rémunération sur les placements financiers, c'est beaucoup moins facile qu'avant. Même si le fonds euro ou les livrets A augmentent, on voit qu'on est loin des 10 à 15%. Donc pour répondre à ta question, c'est une année finalement décisive, mais qui ouvre un certain nombre d'opportunités. Et c'est l'objectif de l'intervention d'aujourd'hui, de notre échange, c'est de donner des clés de lecture à nos auditeurs pour leur permettre de faire les bons choix sur cette année 2023. Et puis quelque chose que, je ne sais pas si c'est qu'à mon niveau, mais j'ai l'impression que de plus en plus de Français s'intéressent un petit peu à cette industrie, entre guillemets, qui était peut-être à tort ou à raison, peut-être on se disait voilà, il faut forcément avoir un capital énorme, il faut forcément être un peu dans l'élite, et on s'aperçoit qu'avec, alors il faut un petit peu de sous bien sûr pour ces placements, mais que de plus en plus de gens, en tout cas nous, on nous sollicite, pas directement, mais on nous pose des questions. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette mon capital dans un appartement en location? Est-ce qu'il vaut mieux que je mette mon capital en action? Et c'est vrai que c'est des questions qu'on nous posait moins souvent ces dernières années. Et aujourd'hui, alors est-ce que c'est parce que c'est des sujets où les langues sont un peu déliées, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est un petit peu plus accessible? Est-ce qu'il y a un travail de fond qui a été fait, ou est-ce que c'est tout simplement l'époque et que la nouvelle génération est peut-être plus entrepreneuriale qu'avant et que fatalement ça lie un petit peu ces sujets? Est-ce que toi tu ressens un petit peu ces choses-là comme ça ou pas, ou alors non, c'est que moi dans mon petit bureau qui tire des conclusions hâtives? Non, je pense que d'une manière générale, on sent bien qu'aller valoriser son capital aujourd'hui, c'est-à-dire prendre son épargne et l'amener à progresser pour soit le transmettre de génération en génération, soit générer des compléments de revenus, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi à cause de l'inflation notamment. Donc effectivement, les gens se posent les questions de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, si j'ai un petit peu d'argent, est-ce que je peux pas faire des placements alternatifs à mon livret A
et ou avec des placements immobiliers locatifs qui seraient faits évidemment avec l'agence RD Immo. Donc c'est vrai que la question elle se pose. Après il y a plusieurs questions dans ta question. La première c'est qu'effectivement aujourd'hui techniquement avec 133 francs suisses on peut acheter une action Nestlé. Donc c'est pas forcément réservé à des multimillionnaires. Alors évidemment, si vous voulez une action Hermès, c'est un tout petit peu plus cher puisqu'il faut payer 1 500 €, l'action, pas le sac. Mais dans l'esprit, le Parce marché... que si on achète un sac, on a une action par contre. Non. Après, ça peut être une discussion qui peut être menée à la maison, mais d'un point de vue investisseur, une action n'ouvre pas la détention d'un sac. Elle permet par contre et ça c'est très important, finalement, quand j'achète une action Hermès, puisque c'est un point, je vais acheter aussi la capacité Hermès à acheter du cuir, à le transformer, et en plus ça tombe bien parce qu'ils ont des usines dans le coin, et à le revendre en France et à l'international, donc dans des boutiques, avec une plus-value. Donc finalement, quand j'achète une action Hermès, hormis ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut imaginer sur la fluctuation des marchés financiers, ce que je vais acheter, c'est un savoir-faire. Et en plus, je vais me décentraliser d'une zone géographique, d'un pays, parce que quelque part, il y a des magasins Hermès à New York, il y a des magasins Hermès en Italie, il y en a de partout. Et donc, quelque part, c'est aussi parfois une bonne alternative. Et ça se réfléchit parce qu'une action Hermès, si vous la prenez sur ces 3 dernières années, on a des rendements qui sont assez intéressants et qui peuvent concurrencer, par exemple, le livret A. Donc oui, on est sollicité sur cette question pour reprendre la base parce que finalement, c'est plus difficile d'aller chercher de la rémunération, soit parce qu'on a une fiscalité qui est un peu confiscatoire sur la partie immobilière parfois, soit parce que effectivement sur la partie financière, les taux bas pendant des années ont posé les vraies questions. Et on est interrogé de plus en plus sur effectivement la détention des actifs financiers sur une autre devise, par exemple que l'euro. Alors justement, c'est peut-être un des sujets phares de l'émission du jour. Tout ce qui va toucher un petit peu à la monnaie, voilà. Est-ce que tu peux du coup enchaîner un petit peu là-dessus pour nous expliquer l'importance de notre vigilance justement sur ces points précis, quel impact ça a finalement dans nos décisions, que ce soit de l'euro ou des devises étrangères. Est-ce que c'est lié finalement à ces actions qui peuvent nous protéger sur les années à venir, et surtout pourquoi c'est intéressant de considérer cet élément central? Je pense qu'un des premiers éléments de réponse à la question qui est posée dans cette émission, c'est-à-dire épargnons, reprenez le contrôle de vos actifs, c'est de s'interroger, est-ce que finalement la matière première de mon placement, c'est-à-dire l'euro à aujourd'hui, est-ce que c'est la plus adaptée? Parce que quand j'ai de l'épargne, finalement, avant qu'elle soit dans un livret A, avant qu'elle soit dans une action, dans une obligation, elle est dans une devise. Et la première question qui peut se poser, c'est est-ce que l'euro est la devise la plus adaptée? Et quand j'achète une devise, j'achète un pays, j'achète sa solidité, j'achète sa capacité à attirer des entreprises, j'achète aussi sa dette. Et donc, quand on jette un coup d'œil aujourd'hui à l'euro avec des éléments factuels, ceux qu'on a évoqués au début de l'entretien, la France, c'est 3 000 milliards de déficit. À titre indicatif, la dernière émission ou la première émission qu'on a fait ensemble, on était à 2 500 milliards de déficit. Alors, je me tiens pas à jour toutes les minutes du déficit de la France, mais ça donne un ordre d'idée de ce qui est en train de se passer. Deuxième point, il faut quand même reconnaître qu'en France, c'est plus cher pour une entreprise de s'installer que si elle décide de s'installer en Allemagne ou en Suisse. Et puis le troisième point, c'est que comme on a pu le voir dans l'actualité, le choix ou en tout cas l'absence de choix sur le nucléaire nous pénalise aujourd'hui en termes d'énergie. Donc on peut se poser la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, pour préserver mon pouvoir d'achat, est-ce que j'aurais pas intérêt de temps en temps à avoir autre chose que de l'euro, c'est à avoir par exemple du CHF, un petit peu, parce que la Suisse est un pays solide. Et si on veut et on l'entend là dernièrement, c'est vrai que moi on pense à tous nos amis particuliers ou entreprises en Suisse se frottent les mains en ce moment des taux de change actuels et c'est vrai qu'a priori ils sont plutôt mieux lotis que nous à l'heure actuelle. Et puis c'est un pays qui est solide parce que si vous vous arrêtez quelques instants, on n'a pas en mémoire de nom de politiciens suisses sur lesquels des scandales sont associés. Voilà. C'est vrai, c'est bien ça du coup. Ouais. Voilà, c'est parce qu'ils sont plus discrets que les nôtres. C'est parce qu'ils sont concentrés effectivement sur l'activité économique. C'est un pays bien géré. Vous avez également le dollar aujourd'hui qui se considère. Alors juste d'un point de vue factuel, je me dis tiens super, je suis convaincu effectivement, je l'entends, je le vois, je le constate. Alors comment je m'y prends pour investir en Suisse? Alors du coup,
On parle pas d'évasion fiscale, on est d'accord. On parle d'investissement. On est en train de faire l'émission de Buenos Aires pour des raisons de sécurité et d'intégrité physique. Donc non, plus sérieusement, bien sûr qu'on parle pas d'évasion fiscale, sachant que de toute façon en Europe vous avez un échange d'informations, donc mis à part aller dans des pays exotiques et vous faire rattraper de toute façon, l'évasion fiscale c'est une mauvaise idée en Europe. Vous avez deux manières de le faire et c'est deux manières qu'on conseille à nos clients. La première c'est au lieu d'avoir du cash en euros, vous l'avez en CHF, c'est-à-dire que vous ouvrez un compte en devise et moyennant un taux de conversion qui peut varier suivant les établissements, vous avez des CHF. Donc ça c'est une première manière. Et après, vous avez la deuxième manière qui est d'investir dans des actions suisses, c'est-à-dire des actions comme la compagnie financière de Richemont. Alors, l'objet, c'est pas de donner des conseils sur les actions, mais juste, c'est des exemples. La compagnie financière de Richemont, qu'on connaît tous, puisque vous connaissez quelqu'un qui a un collier Van Cleef & Arpels, ou vous l'avez vu à la publicité. Moi, j'apprécie particulièrement les montres. Vous avez par exemple les Jaeger-LeCoultre qui sont de la compagnie financière de Richemont et vous achetez donc une partie des profits du savoir-faire de Richemont et vous les avez en Suisse, en CHF. Donc ça peut être une manière de le faire. Et puis dans les devises, on avait deux qui sont à noter. Le dollar qui reste pour l'instant la monnaie de référence, même si effectivement à moyen terme, on est en train de travailler et une hypothèse peut se poser d'aller chercher d'autres monnaies. Mais vous avez le dollar et bien entendu la livre sterling, puisque les Britanniques aujourd'hui, compte tenu de leur politique rigoriste, c'est-à-dire qu'ils sont en train de traiter le problème du déficit et de la composition de leur société, centrée sur les matières premières notamment, et les mines, Rio Tinto, Shell, entre autres, eh bien c'est une monnaie qu'on commence à regarder et qui serait peut-être intéressant de commencer à regarder. Alors juste un petit crochet sur justement l'anglais, sur nos voisins anglais. Finalement, on peut se dire qu'ils ont fait un choix dur ces dernières années, mais finalement, on pourrait se dire qu'ils ont eu raison de sortir de la zone, ils ont un peu galéré, et que finalement ils vont commencer à redevenir performants et que si tu les observes, c'est qu'il y a un intérêt et que finalement ils n'ont pas fait un mauvais choix à penser un petit peu qu'à eux entre guillemets, mais ça commence à se ressentir. C'est ce que vous constatez aussi un petit peu en interne. Les Britanniques, ils ont été marqués par effectivement, c'est un pays insulaire, donc ils sont marqués par le combat. C'est des personnes qui traitent les sujets et ils contrôlent leur monnaie aujourd'hui, à la différence de l'euro où effectivement c'est plutôt la Banque centrale européenne chez nous qui le contrôle. Et ce qui est bon pour l'Allemagne n'est peut-être pas bon pour l'Italie et vice versa. Voilà, les Italiens auraient peut-être tendance nous à préférer au niveau de la Banque centrale d'avoir des taux relativement bas. Là où les Allemands, pour contrer l'inflation, aimeraient des taux plus hauts. Donc tout ça pour dire que les Britanniques, ils sont seuls maîtres à bord, donc ils peuvent contrôler leur politique monétaire. Et puis ils ont effectivement des sociétés qui sont très solides et qui, dans le contexte actuel où on va chercher des matières premières, on va avoir besoin d'énergie, ont plutôt des atouts. Ils ont Glencore dans les mines, ils ont Rio Tinto, ils ont Shell. Donc, et ils ont également un peu de santé avec AstraZeneca, donc ils ont des valeurs sûres. Donc oui, effectivement, on note que les sociétés britanniques, et plus particulièrement les petites et moyennes capitalisations britanniques, se portent très bien. Et donc on commence à regarder la zone et c'est probablement des investissements qu'on fera pour les clients. Il y a quelques mois, tu nous avais une petite graine dans nos esprits en nous parlant un petit peu de l'Asie, en nous disant que ce serait un marché à surveiller de près. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que cette graine, elle pousse favorablement ou elle se referme un petit peu ? Alors effectivement, je pense que l'Asie, c'est quelque chose sur lequel on va regarder parce que la vraie question derrière la monnaie, après, c'est la question de la croyance et la question de la capacité à pouvoir l'échanger. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est ce qui fait que le dollar est une monnaie dominante. C'est plusieurs points, et il y en a trois. Le premier, c'est que les Américains ont des bases militaires partout dans le monde. Ils en ont à peu près 1000. Alors, ils vous diront 900, mais il y en a à peu près une centaine qui sont cachés. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que les Américains, jusqu'ici, forçaient, entre guillemets, les différents pays à échanger du pétrole en dollars. Et donc forcément, avec ce qui s'est passé en Russie, le conflit ouvert entre la Russie et les États-Unis par l'Europe, ça amène les Russes aujourd'hui à commercialiser leur gaz et leur pétrole avec la Chine en yuan. Donc c'est pas un bon coup pour le dollar. Et puis après, le troisième point, c'est que les Chinois ont d'énormes réserves d'or. Alors aujourd'hui, les réserves d'or des Chinois, c'est 2000 à 3000 milliards de tonnes, contre 8000 pour les États-Unis. Sauf que, comme dirait un proverbe, les mensonges n'engagent que ceux qui y croient. Donc on sait très bien que les Chinois, justement, ont des réserves d'or bien plus conséquentes. Et tu parlais de la Suisse. Moi, il y a
Juste avant les vacances, j'échangeais avec le patron d'une très grosse boîte de fonderie d'or en Suisse, qui me disait que l'année dernière, il n'avait travaillé que pour les Chinois. Et les volumes dont il parle sont des volumes qui sont assez significatifs. Et ça, c'est intéressant parce que on reconnaît aujourd'hui que le dollar pourrait ne plus être à terme, ou en tout cas, il pourrait y avoir un phénomène glissant en faveur justement du yuan et des monnaies émergentes qui, elles, sont corrélées à l'or. Finalement, si on retraduit un petit peu ça, le conseil général, ce serait de dire, c'est pas une bonne chose de concentrer ses investissements sur un seul front, que finalement l'économie aujourd'hui, on le sait, c'est une réelle économie globale mondiale, qu'il y a des forces un petit peu partout, que du 100% euro, on comprend que c'est pas forcément le bon cheval, parce que la dette est forte, l'inflation est forte, donc on peut quand même en garder, il y a quand même des entreprises qui sont probablement solides et qui méritent notre attention. Finalement, le dollar, c'est peut-être moins évident à l'instant T de dire, ok, ils en ont pris peut-être moins dans la courge, mais quand même, il y a quand même des indices, et notamment un peu ces conflits qui font que, attention, ça se fragilise un petit peu. Et puis après, un peu ces puissances montantes qui montent depuis quand même des années, qui à un moment donné vont quand même peser lourd dans la balance, qui est notamment le marché chinois. Et on peut plus se dire, tiens, je vais investir là-bas par culot. Finalement, ça va au-delà de ça. Ça serait vraiment des raisonnements intelligents de se dire, je peux investir dans ces choses-là. La difficulté peut-être, ça serait qu'on n'a pas forcément les entreprises que tu cites depuis tout à l'heure. Voilà, on les connaît plus ou moins. Alors en Chine, je serais incapable de donner, à part Alibaba ou ou je sais pas quoi, je serais pas capable de donner vraiment de nom à ces entreprises. Est-ce que c'est aussi ça peut-être une difficulté? Ça reste de l'éducation, mais de se dire de s'intéresser réellement à ce marché. Est-ce que comment faire pour investir en Chine, quoi? On parlait de la Suisse, ça me paraît accessible. La Chine, ça me paraît pour un profane peut-être plus difficile. Jean-Pierre là nous regarde, il dit, oh bah les Chinois, moi vous savez, va acheter du riz, mais il n'y a pas que du riz en Chine, Jean-Pierre, il y a peut-être des belles entreprises. Comment on fait, comment on s'y prend? Non, alors effectivement, déjà peut-être préciser le propos, au même titre que demain quelqu'un veut acheter un bien à La Rochelle, il passe par un spécialiste immobilier de La Rochelle et de la ville, parce que chaque investissement, il est bon, Fabien, regardez, chaque zone géographique assez spécialisée. Donc évidemment, lorsqu'on veut faire un investissement et que c'est pas notre partie, ou qu'on n'a pas le temps, ou qu'on veut confier ce temps de cerveau et se le libérer à quelqu'un, on passe par un spécialiste. Ensuite, mon propos est vraiment d'investir dans la devise, et si c'est dans la devise, en Chine, plutôt favoriser soit effectivement des obligations chinoises, plutôt que des investissements dans des sociétés chinoises, parce que autant les Chinois ont des besoins d'investissement qui sont notables pour leurs entreprises, autant ils ne laisseront pas rentrer n'importe qui dans leur capital. Et on a pu le voir avec les différentes sociétés, que ce soit Alibaba, Tencent, ou même dans la formation privée. Donc si à un moment donné, la question se pose, et c'est celle qu'on regarde aujourd'hui, d'aller investir dans la devise chinoise, ça sera plutôt sous forme d'obligations. Alors attention, raison gardée dans le portefeuille, on fait pas de tapis d'un coup, la vérité est dans le temps, surtout avec les Chinois, mais encore plus dans les placements financiers, et on le fera sous forme effectivement de professionnels, soit d'obligations, soit de fonds d'investissement avec qui on travaille, ou avec qui un partenaire que vous connaissez pourrait travailler. Voilà. Mais c'est tout à fait possible de le faire légalement. Top. Alors, on va partir en petite coupure musicale, et juste après, il y avait une petite question pour nous éduquer un petit peu, justement. Tu nous expliqueras, j'en suis certain, de manière claire et précise, un petit peu cette différence entre action, obligation, pour voir un petit peu de quoi on parle. Effectivement, quand c'est son milieu, on maîtrise ça sur le bout des doigts. Moi, j'ai une petite idée, voilà, j'ai ma compréhension de ce que c'est une action, une obligation, mais je suis certain que c'est des précisions qu'on va apporter qui intéresseront nos auditrices et auditeurs. Donc, restez branchés sur le 92.1. On revient dans 2-3 petites minutes. À tout de suite. À tout à l'heure. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour pour cette deuxième partie des Murmures du Lac, toujours en compagnie de Fabien Giroud, donc banquier conseil chez Degroof Petercam. Bonne première partie où on a résumé un petit peu cette fin d'année, le début d'année, et puis quelques conseils pour
reprendre le contrôle de votre épargne. Alors, ça me paraissait important de peut-être donner des définitions, des explications sur finalement c'est quoi une action, c'est quoi une obligation. Parce que nous, ça nous paraît à peu près clair, encore que bon, c'est des choses un petit peu abstraites quand on n'est pas de ce milieu. Alors, on compte sur toi, Fabien, pour nous démystifier un petit peu ces termes un peu barbares qui peuvent faire peur à pas mal de monde. Donc, c'est quoi une action? Finalement, je dis, ok, je suis intéressé, ça m'intéresse, j'ai envie d'investir dans des entreprises, mais c'est quoi une action, tout simplement? Alors c'est vrai que on a cette définition en nous, mais je te propose de revenir un petit peu aux fondamentaux de la distinction entre une action et une obligation. Donc en fait, une action, c'est un titre de propriété par opposition à une obligation qui elle est un contrat. Donc un titre de propriété, c'est la capacité qu'a un investisseur, un épargnant dans notre cas, à bénéficier annuellement d'une partie du résultat distribué par la société à due concurrence de sa participation au capital social, et en même temps d'être associé à la création de valeur de cette société. Donc si on prend un exemple comme... Alors, juste avant, pour la compréhension, j'imagine que c'est ce qu'on parle de société cotée en bourse ou ce genre de choses. Par exemple, moi, je suis une PME, je peux pas vendre d'actions, j'imagine. Ça serait un petit peu compliqué. C'est pas le format. Bah, quelque part. Donc la question un peu, c'est est-ce que c'est réservé? Est-ce que l'action définit déjà une entreprise costaud, d'un certain niveau, d'un certain montant? Qu'est-ce qui fait que cette société, je peux acheter des actions et celle-ci, je ne peux pas? Alors ta question, elle est légitime, et en fait, c'est pour ça que je voulais qu'on revienne à la base. Le titre de propriété, c'est une action cotée ou une action non cotée. Parce que si on prend ton exemple bien précis. Donc, tu es actionnaire, peu importe le pourcentage de RDIMO. Quelque part, chaque année, tu as le droit de percevoir des dividendes liés à la qualité de ton activité, parce que tu as bien vendu des mandats, parce que tu as assuré un suivi de tes clients. Donc ça se retrouve dans ton résultat net. C'est la différence entre la prestation que tu as vendue et le coût que tu as mis en œuvre pour ta prestation. Tes salariés, tes affiliés, etc. Donc, au même titre, pour toutes les actions, qu'elles soient cotées ou non cotées, un actionnaire a le droit aux dividendes. La seule différence dans ton cas, c'est que c'est ta boîte. Donc, c'est toi qui décides si les dividendes, tu te les verses ou tu te les verses pas. Bon, dans le cas de Nestlé, dans le cas d'Hermès, dans le cas d'Exxon, c'est la politique du groupe. Bon. Et ensuite, deuxième point, au même titre qu'une action cotée, dans ton cas à toi, tu participes à la création de valeur de RDIMO. Demain, et bien entendu, c'est pas un appel du pied, un fonds d'investissement parisien très agréable trouverait ton modèle de digitalisation, de management de tes équipes, de formation de tes équipes pertinent, et se dirait, ok, moi RDIMO, je veux l'acheter. À ce moment-là, tout le boulot que toi t'as fait depuis la première minute où t'as mis 1 000 € de capital social jusqu'à aujourd'hui, quelque part, au moment de la vente, à condition de trouver un acquéreur, d'avoir des banquiers conseils de bonne qualité avec des carnets d'adresses bien profonds, tu pourrais à ce moment-là, toi, participer à cette création de valeur. Et donc, au même titre qu'un actionnaire de Nestlé, d'Hermès, de Givaudan, d'Exxon, de Schlumberger, tu aurais profité de dividendes pendant toute la durée de ta détention. Et en plus, le jour où il y a un joli fonds d'investissement qui vient valider ton travail, tu récupères aussi cette plus-value, cette création de valeur. Donc, cette notion de titre de propriété, elle est valable pour tout le monde. Après, c'est à quel point je vais être capable d'agir sur la création de valeur. Et c'est après une différence entre le rentier, qui est plutôt, a priori, la personne qu'on adresse aujourd'hui, mais pas d'une manière péjorative. C'est celui qui compte vivre sur son épargne sans être actif. Ou qui compte la déléguer. Et puis, le chef d'entreprise, dirigeant actionnaire, qui lui, effectivement, a une entreprise et cherche à la valoriser. Et comme tu le sais, aujourd'hui, on travaille, et je travaille sur les deux types de clients, puisque c'est deux besoins qui sont similaires à la fin. La question du titre de propriété, en fait, elle appelle cette capacité à appréhender la valeur, mais elle donne une sécurité juridique. Si demain, dans ton cas précis, je décide de venir t'enlever les titres de RDIMO, il va falloir que je t'exproprie. Et donc, ça ramène à la notion Il est méchant, ce Fabien. Il veut m'exproprier. Exactement. En même temps, il est grenoblois, donc on a des méthodes qui nous appartiennent, mais qui sont efficaces. Blague à part, il faudrait que je vienne t'exproprier. Et donc, ça ramène au droit de propriété. Et c'est pas évident.
Sur un autre registre, je suis actionnaire de Nestlé, l'État décide de venir m'exproprier des actions de Nestlé. Pareil, on revient au droit de propriété et en plus, il va falloir que l'État français aille rendre des comptes au patron de Nestlé, qui est Monsieur Schneider. Donc ça donne une protection qui est supplémentaire. Et pourquoi on amène ces notions de protection ? C'est pas pour faire peur aux gens, bien évidemment. C'est juste que lorsqu'on est dans une situation où il y a des difficultés économiques dans un pays, où on a du déficit, va se poser à un moment donné la question de comment on va faire pour financer ce déficit. Et si on reprend un point que j'avais évoqué lors de la deuxième émission, l'émission qu'on avait fait ensemble en juillet, on avait parlé d'une situation qui était similaire dans les années, en 1790, avec la fameuse faillite des 2 tiers, où on avait des épargnants qui cette fois-ci n'avaient pas opté pour les titres de propriété, mais qui avaient opté pour les contrats, c'est-à-dire les obligations. Et les obligations, j'en ai dans tous les éléments de ma vie. J'ai un livret A. Le livret A, la matière première, c'est une obligation d'État française. On a du fonds euro, c'est des obligations d'État française. C'est-à-dire que, juste pour que je traduise, c'est l'État français qui me garantit mon capital et c'est ça. En gros, si j'ai 10 000 euros sur mon livret A, ces 10 000 euros, ils sont là et garantis par l'État. Alors, il est garanti par un intermédiaire qui est la banque, mais à la fin de la journée, quand tu as 10 000 euros dans un livret A, en fait, tu as 10 000 euros d'obligation d'État française, et donc tu as prêté 10 000 euros à l'État français. Donc je sens venir le truc, c'est que finalement, l'État pourrait se servir de ces fonds pour, si vraiment la situation devenait intenable ou qu'ils n'avaient pas le choix. Est-ce que c'est un petit peu ça qu'on arrive à cette conclusion ? Alors, oui, en fait, on arrive à la conclusion qu'il y a un risque. Et on arrive à la conclusion qu'un jour, il y a quelqu'un qui prenne la parole et qui dise, comme Dominique Ramel a dit en 1797, où il entendait effacer les erreurs du passé pour donner à l'État les moyens de son avenir. Parce que rappelons-nous, 1789, la Révolution française. Ensuite, on enchaîne en voulant participer à la guerre d'indépendance des États-Unis pour finalement aller jouer notre rivalité avec les Britanniques. On s'impose, mais ça nous coûte cher. Et ça nous coûte une dette de l'ordre de 80% du PIB. Enfin, à l'époque, ça s'appelait pas le PIB, mais la richesse. Et à ce moment-là, l'État français, il faut qu'il rembourse cette dette. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie Dominique Ramel, ministre des Finances, qui va lui annuler, je passe les étapes, mais qui va annuler dans un premier temps en partie, puis totalement ou quasi totalement, la dette française qui à l'époque est présente sous forme d'assignat. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans un pays où on a un déficit, où on a des épargnants qui en toute confiance ont placé de l'argent dans de la dette française, et bien quelques années plus tard, ils n'ont plus grand-chose. Et je te donne quelques chiffres. Quelqu'un qui met 3 000 francs en 1791 dans des assignats, en 1796, il lui reste plus qu'un franc. Je te mets juste un parallèle. Quelqu'un qui a investi dans l'obligation Standard Oil Company, dans l'action Standard Oil Company, qui était aux États-Unis la société qui avait un monopole dans le domaine du pétrole, qui en 1890 subit le Sherman Antitrust Act. C'est-à-dire le moment où l'État américain a dit « Oh, ça suffit, il y a une seule boîte, c'était les Rockefeller. » Entre autres, il y avait les Rockefeller en tant qu'actionnaires. Il dit « Oh, il y a une seule boîte qui est en train de gérer tout le pétrole des États-Unis. Les enfants... » il l'a pas dit comme ça, mais il a dit « Bon, vous prenez cette société, vous la divisez en 40. » Tous les actionnaires de cette société, par le droit de propriété, se sont retrouvés avec quelque chose. Et ils ont conservé quoi pour certains ? Des actions Chevron, des actions Exxon et des actions BP. Et plus d'une centaine d'années plus tard, même plus, si vous êtes actionnaire d'Exxon, vous êtes à la tête d'une boîte où vous êtes à la tête d'un patrimoine, où vous avez une fraction du capital d'une boîte qui vaut 400 milliards et qui verse chaque année environ 4% de dividendes. Donc ce que je veux dire par là, c'est il peut y avoir un risque. Sachez quand même que lorsqu'on est dans une situation de déficit, quand on investit en action, il reste toujours quelque chose. À l'inverse, historiquement, quand un épargnant a fait confiance à l'État, c'est l'histoire qui dit ça, c'est la faillite des 2 tiers, il peut se retrouver avec quasiment rien. Et puis je le traduis peut-être différemment, mais effectivement, j'aurais peut-être plus confiance, c'est pas forcément j'aurais pas confiance en l'État, mais en tout cas, je serais plus intéressé d'investir dans une entreprise qui a effectivement, qui va innover, qui va investir, qui va tout faire pour faire
grandir sa société et de me dire, ok, c'est des projets qui m'intéressent, c'est des entreprises qui m'intéressent, ils ont un passif. On cite Nestlé depuis un petit moment. Alors, j'imagine parce que c'est un nom très connu et que leurs chiffres sont intéressants. Quelle est ma garantie de me dire, ok, d'accord, j'ai 50 000 euros là sur des placements entre guillemets standards en banque. Allez, je veux me lancer. Je veux mettre ce capital chez Nestlé. Si tu peux me faire un petit historique de ces dernières années, je suis gagnant, je suis perdant, j'en serais où aujourd'hui avec ce capital chez eux? Alors, tu serais gagnant, mais au-delà d'être gagnant, c'est que tu reprendrais le contrôle sur ton épargne. Parce que le corollaire aussi d'avoir un déficit de ce niveau-là, ça veut dire que quelque part, l'épargne des Français aujourd'hui, il est fléché vers des entreprises qui sont certes innovantes, qui sont des jeunes pousses, qui vont favoriser la transition énergétique, mais quelque part, c'est pas choisi par l'épargnant, c'est pas choisi par le rentier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a du livret A, du livret de développement durable, du fonds euro, je souscris à des obligations d'État. Mais ces obligations d'État, elles servent à financer quelque chose. Elles servent à financer des nouvelles entreprises. Je vous donne un exemple. France 2030, par Bruno Bonnell, qui est en tout cas dirigé par Bruno Bonnell, c'est 50 milliards qui vont être investis dans des sociétés françaises qui sont innovantes, qui vont favoriser la transition énergétique. Alors si je prends un pas de recul et que je me place du côté de mes clients dirigeants actionnaires, mais je suis super content. Et d'ailleurs, on est en train de monter un dossier avec Bruno Bonnell sur ce sujet-là. Parce que c'est des capitaux qui vont venir alimenter leur croissance, qui vont venir alimenter leur recherche et développement. Et on va valoriser leur entreprise. Mais si je me place du côté du rentier, quelque part, ça veut dire que mon épargne, que moi je veux sécuritaire, quelque part, elle est en train d'aller dans un certain niveau de risque. Alors quand on dit reprenez le contrôle de votre épargne, c'est quitte à un moment donné à aller investir dans des boîtes et dans des sociétés, moi je préfère aller, si j'ai le choix, dans des boîtes que je vais choisir, comme Nestlé, qui est investi en CHF, qui a des vrais produits comme du café, de l'aliment, des aliments pour les animaux, des céréales, qui est bien diversifié dans son chiffre d'affaires et qui chaque année va me verser un dividende. Une action Nestlé, c'est pas tout à fait 100 francs suisses, mais imaginons que ça soit 100 francs suisses, chaque année je touche 4 de francs suisses. En dehors de la création de valeur de Nestlé, qui sur les 10 dernières années a été de 77%. Alors l'idée c'est pas de vendre Nestlé, je suis pas de. Non, c'est prendre un exemple. Ouais, c'est de prendre un exemple parce que. Et surtout de rappeler que finalement il y a des mastodons sur Terre, que ça c'est quand même quelque part des valeurs sûres, et que la notion de risque, justement, quand on vient te voir, j'imagine, en disant voilà, moi je veux investir, mais je veux que mon risque soit limité, maîtrisé. Finalement, c'est un petit peu ces grands noms qui vont ressortir en disant de toute façon il y a un historique d'année en année, c'est pas des nouveaux venus, le capital est quand même relativement bien protégé, les dividendes sont payés. Les factures sont consultables entre guillemets. Il y a un passif, il y a pas d'arnaque entre guillemets. Oui, investissez dans ces entreprises là qui sont quand même intéressantes. Ce qui, je pense, important de les souligner à court terme, moyen terme et peut-être à long terme, parce que c'est des entreprises qui vont finalement également se diversifier encore et encore. À l'instant T, l'argent est placé de manière efficace. D'année en année, effectivement, comme tu dis, j'ai un dividende. Et puis dans le futur, les indices sont plutôt favorables, comme tu le rappelles, 77% d'augmentation sur une période assez longue, c'est pas quelque chose de lambda, et ça c'est plutôt quelque chose de rassurant. Exactement, mais l'idée, c'est la question, elle se pose parce que j'ai des clients qui me disent, on a déjà échangé sur la méthode. Moi, je rencontre des clients, on détecte des facteurs clés de décision sur leur patrimoine financier, on a des conseils juridiques et fiscaux, donc on dresse un tableau et on dresse un plan de marche. Et une fois qu'on s'est dit, on va travailler ensemble, une fois que j'ai pu échanger avec les avocats que j'ai présentés ou qui sont des avocats du client, du notaire, de l'expert comptable, on se pose sur la question financière. Et moi, j'ai des clients qui me disent, ok, on va signer avec toi, Fabien. Donc déjà, je leur dis qu'ils ont fait un bon choix. Le deuxième, c'est... mais par contre, je ne veux pas de placement à risque. Mais je dis, c'est quoi un non-placement à risque? Parce que si aujourd'hui, être investi dans un livret A, pour vous, c'est quelque chose de placement à risque, à non-risque, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Ou en tout cas, je la laisse à la libre appréciation des auditeurs et de mes clients. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. Après, si c'est parce que c'est de l'argent qui doit être dépensé dans 6 mois, dans 12 mois, pour un projet bien clair, là, le raisonnement est un peu différent. Donc oui, j'ai ces questions-là. Et un portefeuille aujourd'hui bien diversifié, bien structuré, avec des actions à dividendes qui ne sont pas forcément que dans la monnaie euro et qui est investi dans le temps,
c'est-à-dire progressivement, on y va par petites touches, et qui est bien suivi, parce que c'est aussi ce que mes clients recherchent. On peut aller chercher des rémunérations très sympathiques avec effectivement un risque en capital qui entre guillemets n'existe pas, quoi. Sauf à ce que évidemment vous souhaitiez reprendre l'argent au bout de 6 mois et qu'au premier soubresaut boursier ça vous inquiète. Mais si on est dans cette phase-là, c'est des placements qui restent quand même relativement protégés et qui surtout reviennent à dire à un instant T, mon épargne, je fais confiance à qui ? Est-ce que je fais confiance à l'État français ? Est-ce que je lui donne l'argent avec l'historique qu'on a ? Ou est-ce que je donne l'argent à Darren Woods, qui est le patron d'Exxon, et qui a passé des crises, qui a montré qu'il respectait ses actionnaires ? Est-ce que je lui confie cet argent-là en partie pour qu'il le valorise ? Voilà, la question, elle est ouverte. Je laisse effectivement les gens en tirer leurs conclusions. Mais si on me donne, comme c'est souvent le cas, les clés du camion, on ira majoritairement effectivement sur des actions dans le temps, en se laissant des opportunités sur de la dette chinoise comme c'est le cas aujourd'hui, sur des sociétés britanniques, et puis évidemment avec deux, trois petits investissements sur des sociétés suisses, parce que c'est un pays solide et qui effectivement a des secteurs résilients. Écoute, je pense que c'est assez clair. En conclusion, je vais essayer de faire une pré-conclusion, je te laisserai le mot de la fin. La diversification, voilà, c'est quelque chose d'important. Et il y a vraiment des pistes pour l'avenir qui sont intéressantes à creuser. Et j'imagine que voilà, l'idée, le conseil, c'est pas de mettre, comme tu disais tout à l'heure, tapis sur une nouveauté entre guillemets ou une nouvelle vision qu'on pourrait avoir, mais sur 100% d'un capital, se dire tiens, je vais mettre 5% par là, 5% par là. C'est des idées qui peuvent être intéressantes. Moi, je tenais simplement à ajouter ma compréhension personnelle. C'est vrai qu'on est dans un pays où on ne nous a pas forcément éduqués à toute cette culture. Et plus les années passent, plus j'ai l'impression de me réconcilier entre guillemets avec ce monde, puisque, alors c'est peut-être une liaison très rapide que je vais faire, mais finance, je voyais ça comme voilà le monde qu'on nous en a dressé d'une certaine manière, voilà, sans vouloir faire un tableau noir. Et finalement, à la fin, ce que je retiens, c'est les entreprises qui travaillent et qui créent de la valeur, et que fatalement ça a de l'importance à mes yeux. Je me reconnais un peu dans ces valeurs d'entrepreneuriat. Et comme tu l'as dit, cette société pétrolière, elle est là depuis un petit moment. Ils ont travaillé, ils ont passé des crises. Ça veut pas dire que l'État c'est un bon à rien, mais c'est pas tellement son rôle premier que de créer de la richesse et de préserver ses actionnaires. Qui également, le degré de confiance doit être important pour séduire et recapitaliser, j'imagine, d'année en année, et de attirer des nouveaux fonds. Ils se doivent de toute façon d'avoir des comptes clean et d'être performants et intéressants pour ces épargnants. Exactement. Et puis 3 points pour du coup, puisque tu me laisses le mot de la fin. 3 points. Le premier, c'est que bien évidemment la clé elle est dans la diversification. En moyenne, un portefeuille action. Alors évidemment en fonction des montants, mais il peut avoir à peu près une 50aine de lignes, soit en direct, soit via des fonds d'investissement. Ensuite, le deuxième point, c'est que je crois que c'est Honoré de Balzac qui le dit le mieux. Le génie, c'est la patience. Et le génie, c'est la patience aussi pour créer de la valeur. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point, si tu me le permets, je voudrais remercier mon équipe, Enzo Di Claudio, Mathieu Sauger et Mélissa Altiparmac, puisque pendant que je suis à la radio avec toi et que on peut partager ce moment et que je peux communiquer avec mes auditeurs, j'ai la chance d'avoir une équipe soudée et qui tient entre guillemets la baraque pendant ce temps-là. Donc merci à eux et puis merci à tous les auditeurs. Écoute, ça a été un plaisir une nouvelle fois de te recevoir. Quant à nous, écoutez, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission, normalement avec une petite surprise, puisqu'on recevra quelqu'un de bien placé à l'urbanisme d'Aix-les-Bains pour nous parler un petit peu de l'urbanisation du coin. Je pense que c'est un sujet également intéressant. Et puis, on se retrouve, vous restez à l'antenne, à 12h05 pour l'émission La Nature et vous, après le flash info de Maxime, comme à son habitude. Eh ben écoutez, une belle journée à tous, avec le soleil aujourd'hui qui est revenu, donc profitez-en. On a les monts enneigés, donc on peut aller se balader, profiter un petit peu de tout ça et de notre beau territoire qu'on apprécie toujours. À très vite. À bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.